On retrouve Thomas Posado, spécialiste du Venezuela, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen et chercheur à l'ERIAC. Bonjour. Quel est le bilan du président sortant Nicolás Maduro et quels ont été ses principaux thèmes de campagne? Bonjour. Alors, la campagne, elle se fonde surtout sur cette polarisation. Nicolás Maduro essaye de faire peur sur le retour d'une opposition au pouvoir, essaye de montrer qu'il est la stabilité dans une économie qui s'est effondrée entre 2014 et 2020, mais qui commence à montrer des signes de rétablissement. À l'inverse, le camp Edmundo González essaye de provoquer l'espoir dans la population, l'espoir d'une sortie de cette crise que connaît le Venezuela depuis le début de la présidence Maduro quasiment, et le retour notamment des 7,7 millions de Vénézuéliens qui vivent désormais à l'extérieur des frontières de leur pays. Jusqu'à présent, le président Nicolás Maduro n'a pas réussi à obtenir la levée de ces sanctions américaines en vigueur depuis 5 ans. Et ces sanctions, d'après vous, vont-elles peser sur le vote des électeurs vénézuéliens? Elle pèse de fait sur les impacts que ça a dans la société vénézuélienne. Pas toute la crise économique qui est à l'origine de ces sanctions, mais une partie de la crise économique vient de ces sanctions qui asphyxient l'économie vénézuélienne. Il y a eu des négociations avec les États-Unis ces derniers mois. Il y a eu une suspension entre octobre et avril de ces sanctions. On peut imaginer qu'il y aura des négociations. Après, dans les incertitudes qui pèsent sur le devenir des États-Unis, selon si Kamala Harris ou Donald Trump sera le nouveau président. Mais oui, ces sanctions états-uniennes, elles pèsent évidemment dans la situation de la société vénézuélienne, tout à fait. Et est-ce que le président Maduro a toujours, malgré la gravité de la situation économique, le soutien des couches populaires qui se mobilisaient pour la révolution bolivarienne d'Hugo Chavez? C'est cela qui est une grande inconnue, et où on voit que ces classes populaires vénézuéliennes, elles ont beaucoup souffert de cette crise économique, et elles sont mécontentes du gouvernement de Nicolás Maduro pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, pour le maintien d'une forme de clientélisme de la faim, pour tenir cette base électorale, pour monnayer le vote en fonction de l'aide alimentaire. Et ce qu'on a pu voir dans les images de campagne ces derniers mois, c'est que pour la première fois, l'opposition vénézuélienne arrivait à déborder sa base sociale traditionnelle des possédants vénézuéliens pour aller, y compris s'adresser à des classes populaires, et y compris dans des secteurs populaires, on pourrait voter pour Edmundo González. Alors justement, qui est son opposant, Edmundo González, qui a réussi à réunir l'opposition conservatrice? Alors c'est justement une des inconnues en fait de ce scrutin, parce que bon, si on le connaît, hein, mais c'est quelqu'un qui était de second plan, un diplomate qu'aucun Vénézuélien ne connaissait véritablement. Par contre, il a réussi, en étant un personnage de second plan, à tenir le consensus entre les différents courants de l'opposition vénézuélienne, et surtout d'être appuyé par la dirigeante la plus populaire de l'opposition vénézuélienne actuellement, qui avait gagné les primaires de l'opposition en octobre dernier, María Corina Machado, vous le disiez, hein, qui a de la sympathie pour Javier Milei, et qui justement s'est renforcé dans cet immédiat avant la campagne, en étant une figure radicale qui ne s'est jamais compromis dans des négociations avec Nicolás Maduro, et qui a toujours affirmé une opposition intransigeante à Nicolás Maduro, ce qui lui donne sa popularité aujourd'hui, et popularité qu'elle n'a pas pu prendre pour son nom propre parce qu'elle était inéligible par les instances proches de Nicolás Maduro, mais qu'elle a transmise du coup à Edmundo González en faisant campagne pour lui jusqu'au dernier jour de campagne. Mais María Machado, c'est une militante d'extrême droite ultralibérale. Elle est dans les courants les plus radicaux de l'opposition vénézuélienne. Maintenant, elle a essayé de rassembler l'opposition libérale dans le cadre de ce scrutin. Le fait qu'elle soit dans les courants les plus radicaux n'est pas un obstacle, du coup, dans cette situation de crise vénézuélienne. Elle répond à une partie des attentes de la population vénézuélienne, qu'on soit d'accord ou pas avec son message.
Maduro, le président, vient de déclarer qu'il fera respecter les résultats. Vous pensez est-ce qu'ils se sont réellement engagés, les deux candidats, à reconnaître le résultat d'élection présidentielle? C'est là la grande inconnue et les grandes incertitudes qui pèsent sur ce scrutin. Nicolás Maduro nous a habitués par le passé à être capable de toutes les manœuvres pour ne pas reconnaître des résultats électoraux. Même cette campagne électorale, elle est très très loin d'être potentiellement une campagne démocratique, en absence de liberté de candidature, ce qui vaut pour María Corina Machado, mais ce qui vaut pour plein d'autres candidats, pour des candidats soutenus par le Parti communiste, pour notre opposant qui s'appelle Enrique Capriles. Il y a autour de 150 opposants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont participé ou qu'ils ont été soupçonnés de participer à la campagne d'Edmundo González, donc des pressions réellement sur la campagne qui ne sont pas compatibles avec les critères d'une campagne démocratique. Il y a eu des limitations pour s'inscrire pour les Vénézuéliens qui sont à l'étranger. On a autour de 5 millions de personnes qui seraient en mesure de voter à l'étranger. Il n'y aura que 70 000 électeurs qui votent à l'étranger parce que le pouvoir a volontairement limité les inscriptions dans les consulats et dans les ambassades par différentes méthodes. Et les résultats du scrutin, rien ne nous laisse présager que Nicolás Maduro est prêt à céder le pouvoir après les résultats de ces élections, quel que soit le résultat de ces élections. Il y aura une période cruciale qui est de juillet au 10 janvier, donc aujourd'hui au 10 janvier prochain, parce que le président investi, quel qu'il soit, ne sera investi que le 10 janvier prochain. Donc si alternance il y a, c'est cette période du 28 juillet au 10 janvier prochain qui sera une période cruciale de négociation pour cette alternance. Mais encore une fois, la reconnaissance des résultats dans un pays aussi polarisé où le président nous a habitués à des procédés autoritaires est très 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 loin d'être acquis. Donc il peut y avoir un risque de violence à l'issue du vote, et quel peut être le rôle de l'armée? L'armée, jusqu'à présent, a été fidèle à Nicolás Maduro. C'est une instance qui est particulièrement surveillée. Les ONG plutôt proches de l'opposition qui établissent des listes de prisonniers politiques établissent qu'il y a au moins la moitié qui proviennent de l'armée. C'est aussi un corps qui est grassement rémunéré. Il y a des dizaines d'entreprises publiques qui sont aux mains de militaires qui s'enrichissent par ce biais-là. Mais c'est aussi un corps qui, pour les moins gradés, subit la crise économique et subit les difficultés et pourrait ne pas vouloir suivre Nicolás Maduro. Après, on est dans un scénario qui est incertain et l'armée, quel que soit le pays du monde, est rarement l'institution la plus ouverte et transparente où on voit les divergences apparaître avant les autres. Donc oui, l'armée jouera un rôle clé. Est-ce qu'il y a un risque de violence? C'est possible. Pour l'instant, il n'y a rien au Venezuela, mais si il y a des tensions sur la reconnaissance des résultats et sur la reconnaissance et sur le décompte des votes, oui, il pourrait y avoir un scénario extrêmement tendu ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup pour votre décryptage, Thomas Posado, sur France 24.